C'est sûr. Après, si le podcast est trop long, c'est si vous. Non, mais là, on va faire un hors-série, c'est pas possible. Parce que nous, on a vraiment une démarche de même si la personne veut rester 4 heures, écoute, on va travailler 4 heures. C'est que nous, vraiment, là, prenez-nous comme des. Ouais, on est genre des intérims, quoi. Ouais, c'est ça. Vous nous embauchez et on est là pendant combien de temps? On est là pour ça, on est là dans cette perspective. Le monde est plein de mystères. Ce qui est connu nous satisfait, nous déçoit ou nous lasse. Ce qui est inconnu nous indiffère, nous effraie ou nous galvanise. Quoi qu'il en soit, on est attaché à notre zone de confort. Et si on décidait de voir la vie autrement? Dans Fragments d'essence, nous allons vers l'inconnu sous toutes ses formes. Nos principes, l'authenticité et la bienveillance. Nos objectifs, recréer du lien humain et partager les points de vue. Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Ensemble, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les précieux fragments de nos existences, croiser les regards et partager la richesse du monde qui nous entoure. Parce que ce qui fait une société ne peut se voir qu'au-delà des artifices, des barrières sociales et des jugements unilatéraux. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Tu l'auras peut-être compris si tu les as reconnus, ça y est, c'est l'heure pour nous de partager notre discussion intégrale, ou en tout cas quasi intégrale, avec Maël et Kylian de l'épisode 61 à Clermont-Ferrand. Pour resituer le contexte, nous marchions avec Alex dans le jardin Lecoq par un temps exceptionnellement ensoleillé pour la saison, quand devant nous, un banc avec 2 chaises vides en face de lui nous intrigue. Place au fragment d'essence. Bonjour. Et maintenant, on a 2 places au chaud. C'est parfait. Ouais. Alex. Kylian. Florian. Et ben nous, on est créateurs de podcast en fait. Mais Oh là Ah là là. Mais le hasard, c'est dingue. Mais c'est fou que Le hasard que aujourd'hui, mec, c'est moi qui l'ai proposé, j'ai si bien fait. C'est fou que vous fassiez la même chose. Et vous êtes au niveau au-dessus, quoi. Baladez, Ouais, c'est le niveau vous avez même le petit capuchon téléphone. Ouais. job trotteur du podcast. Trop cool. Si vous êtes d'accord, on peut se lancer. Avec plaisir, aucun Avec grand problème. plaisir, ouais. C'est le hasard est fou. C'est parfait. Le hasard c'est super fou, c'est dingue. Ah bah je l'ai carrément écouté en entendant ça. Ça veut dire on va diffuser et tout. On va être diffusé. C'est génial. Mec, j'ai tellement Attends, bien fait de te proposer. Prépare tes meilleurs takes. Ok, attends, tu prends toutes les idées. Parce que donc pour remettre du contexte, vous avez cette pancarte, venez parler, débattre, Juste vous plaindre. juste vous plaindre. Vous faites ça souvent ou? Alors, moi, c'est la première fois que je fais ça avec lui. Enfin, la deuxième fois, mais c'est la première fois qu'on a des gens qui viennent. Mais lui, il fait ça depuis longtemps. Moi, ça fait 4 ans. Ah ouais. Ouais. Souvent alors? Quand j'ai le temps, vu que je suis étudiant, quand j'ai le temps. Mais c'est toujours cool. Il y a vraiment ce truc-là de. J'ai trop envie de. Genre, j'ai remarqué le truc quand tu marches dans la rue, la plupart des gens ont sur leurs casques, leurs écouteurs, et on parle plus vraiment. Il n'y a plus vraiment de débat autour. Et même ça se voit avec tout ce qui est l'extrémisation des pensées, etc. Et du coup, j'ai trouvé ça super bien de prendre une pancarte et de dire ok, tu vas forcer les gens, ou du moins proposer aux gens de venir parler pour remettre un lien. C'est pas mon concept, au cas où. C'est un youtubeur qui s'appelle. Et c'est un mec sur YouTube qui faisait ça et je trouvais ça trop cool. Et ça vraiment arrivé pile poil. Je suis tombé sur la vidéo au moment où je me suis dit ça fait chier et tout. Des fois, j'ai trop envie de parler à des gens, ça va être trop intéressant, mais j'ose pas y aller parce qu'ils ont leur casque, etc. Et même, ouais, plus personne se parle trop. Si on se parle, c'est pour des trucs très de small talk un peu nuls. Voilà. Bah, c'est exactement la démarche du podcast, donc trop bien. Sauf Bah, que nous, on n'attend pas, on va vers les gens, mais sinon, c'est moi, j'ai exactement un peu la moins de courage. même origine. Moi, j'ai un peu moins de courage. C'est fou. C'est génial. Ok, et vous faites ça depuis du coup 2 ans comme ça 2 ans, ouais. 10 avril. On a fait une 60aine d'épisodes. Ça va, vous avez un public du coup Ouais. vous avez- En public, pas trop, parce qu'il faut faire de la communication un peu sur les réseaux. Ouais. Et généralement, ce qui est format audio, ça marche quand même vachement moins bien que ce qui est vidéo. Donc un peu compliqué. Mais en vrai, nous,
nous, ce qui nous importe, c'est surtout l'échange. Et puis, même si on n'en tire rien, enfin, on en tire quand même quelque chose. Ouais, tu rentres le soir, t'es content d'avoir échangé, d'avoir appris des nouvelles choses, d'avoir partagé des points de vue. C'est quoi, genre, votre anecdote? Genre, à chaque fois qu'on me pose la question, moi, à chaque fois qu'on me dit, on vient vous parler, et on me dit tout le temps, la première question, c'est quoi le pire truc qui te soit arrivé ou le meilleur truc qui te soit arrivé quand t'as fait ça? Du coup, votre anecdote à vous, ça serait quoi? Alors globalement, les gens sont plutôt bienveillants avec nous. Au début, on était quand même assez un peu stressés parce qu'on n'était pas à l'aise avec ça. J'avais vraiment osé aller vers les gens. C'est pas trop notre démarche de base d'aller voir des gens à la rue. Enfin, moi, j'ai toujours été vachement introverti. C'est toujours le cas d'ailleurs, ça n'a pas changé. Mais voilà, quelque part, tu te donnes un peu cet élan et tu dis allez, c'est bon, j'y vais, je me force. Et puis après, ça va tout seul en fait. Même tu te prends un refus, mais il y a toujours un mot gentil derrière en disant ouais, c'est cool, continuez. Et du coup, Globalement, l'accueil est plutôt favorable. Franchement, c'est encourageant. Ça me donne envie de continuer en fait dans cette aventure qui est quand même exceptionnelle. Sinon, une anecdote, des gens un peu improbables. Hein. Ah oui, à Lyon. Ouais, À Lyon. je sais ce que tu vas dire. On a rencontré par hasard, c'était une dame qui était assise sur un banc. Elle avait une aura, quelque chose qui... Parce qu'il y a une part d'observation quand même dans le podcast, une analyse au début, on essaie de voir qui serait plutôt réceptif ou réceptive. Ce que tu disais au début, si les gens n'ont pas un casque ou sont affaires à courir, tu sais que tu peux peut-être y aller, quoi. Exactement. Là, en l'occurrence, elle avait l'air dans ses pensées, songeuse. Et en plus, on a hésité parce qu'on allait interviewer quelqu'un d'autre qui allait passer comme ça devant nous. On va essayer avec la dame qui est assise sur les bancs. On parlait avec elle et on a appris que c'était la première dame qui s'est présentée aux élections présidentielles de Tunisie. Incroyable. Comme ça, sur un banc. À Lyon. Ok. Normal, quoi. Ouais. Ça devait être... La discussion devait être... Ah bah ça devait être fou. Et elle vous a sorti ça genre banal en mode bonjour. Oui, c'est un peu ça. J'étais Elle là l'a même pas dit tout de suite, hein, vraiment. C'est pas présenté comme ça, en tout cas. Donc, Comme quoi les anecdotes, on les provoque un peu. Petit flex. Ouais. C'est génial. non, et puis tu croises toujours des profils vachement différents. Donc, C'est très hétéroclite les gens qu'on a enfin, depuis tout à l'heure, c'est que des gens différents. En même temps, on en a eu deux. Après, sur la récurrence, il y a quand même beaucoup de... C'est souvent pas les mêmes personnes, mais souvent les mêmes profils. C'est-à-dire que ça va souvent être plutôt des jeunes, plutôt des étudiants, souvent de gauche. J'ai très peu eu de gens plutôt de droite, plutôt ex-droite. Ou des vieilles personnes, des personnes âgées, mais qui ont soit beaucoup de choses à dire, parce que ça va pas, soit juste parce que ça les fait rire, et du coup... Le fait que vous passiez aujourd'hui à Clermont-Ferrand, c'est au moment où nous on fait le parallélisme est fou. Est-ce que c'est quoi la fréquence où vous faites ça? Déjà en hiver, c'est compliqué. Ouais. Bah, pour nous aussi. Hein. De toute façon, l'hiver, c'est très hivernal. Et là, par exemple, c'est la première fois de l'année parce que c'est le retour des beaux jours. Ouais. Donc, Là, maintenant qu'il fait beau, je pense une fois toutes les 1 ou 2 semaines. non, moi, non. Ah, toi et toi, non. C'est vrai que moi, j'ai le temps. C'est que moi, vu que j'ai des études, etc., puis là, il va y avoir les masters, etc., qui se mettent en place. Donc, j'ai quand même beaucoup moins de temps. Donc, quand j'ai commencé, je faisais ça 1 ou 2 fois par mois. Et là, aujourd'hui, je fais 1 fois par mois, 1 fois tous les 2 mois si j'ai le temps. Alors justement, est-ce qu'il y a un échange que vous avez eu qui vous a particulièrement marqué sur toutes vos expériences? C'est quoi vos anecdotes à Ça va être vous? lui qui va répondre. Moi, je fais qu'aujourd'hui, on a eu 2 personnes. Et c'était pas particulièrement marquant. Ouais, C'est avec toi. j'en ai eu pas mal. Et je crois que celle qui m'avait le plus marqué, justement, c'était une personne âgée. J'ai ni son prénom, ni rien du tout. Elle était venue et elle avait dit, la première chose qu'elle nous a dit, elle a dit, je viens pour raconter ma vie. Et je veux pas que vous réagissiez. Et après, je pars. Juste, je vous lâche mon témoignage, quoi. Et c'était une madame qui était professeure, qui avait été professeure toute sa vie. Elle avait 90 ans, je dirais, par là. Et qui avait perdu son mari il y a 3 mois. Et du coup, son mari avait Parkinson. Elle s'en était occupée toute seule pendant longtemps, etc. Elle avait perdu il y a 3 mois. Et en fait, elle me disait, je me sens autant libérée que pesante. C'est-à-dire que je me sens libérée parce que j'ai plus à m'occuper de mon mari, parce que j'ai plus à soutenir le fait qu'il aille pas bien et que je sache que c'est la fin. En même temps, je me sens vraiment très lourde parce que j'ai perdu l'homme que j'aimais depuis toute ma vie, quoi. Et elle nous a raconté comment est-ce qu'elle a eu ses enfants, pourquoi est-ce qu'elle kiffait son métier, tous ses cours, etc. Et c'était genre
un témoignage ultra brut qu'elle nous a lâché comme ça d'un coup. Et c'est vrai qu'on était un peu en mode ok, c'est la richesse qu'on a ressentie à ce moment-là. Ok, on s'en fout de gagner des millions, on s'en fout d'avoir des super plats à manger, on s'en fout d'avoir des super études. Genre là, on vient de recevoir un truc que personne a eu autant. Enfin, c'est un truc très, très particulier. On connaît ni son nom, ni son prénom, rien. Peut-être qu'elle est décédée, peut-être qu'elle est encore vivante, peut-être qu'elle n'est pas d'ici. C'est rien, juste on a reçu ça. Et ça, c'est super fort. Mais le problème, c'est que c'était au tout début. Et c'était au tout début de notre session. Et on a eu plein de gens après, mais on n'était pas du tout dedans, quoi. Parce qu'on était... et après, en très drôle, j'étais avec un ami, du coup, et on a reçu 2 personnes qui ne se connaissaient pas du tout. Donc une qui s'est assise, et puis une personne 10 minutes plus tard qui s'est assise là. Et ça a trop matché. Du coup, on est devenus potes. Et du coup, on a fait un groupe WhatsApp et on allait boire des bières. Et genre, encore aujourd'hui, on se croise pour aller boire des bières, pour parler. Voilà, c'est trop cool. Trop bien, trop bien. Ouais, parfois, on repense aussi pas mal aux gens qu'on a croisés au fur et à mesure des épisodes, parce qu'effectivement, il y a des personnes âgées. Et on se demande ce qu'ils sont devenus. Parfois, il y a aussi des gens qui étaient vachement seuls. Il y a cette solitude chez les personnes âgées qu'on a tendance à minimiser, mais il y en a, ils ont plus de famille, ils discutent avec personne et ils ont besoin de se confier, en fait. Et comme tu dis, c'est un super cadeau, en fait, quand quelqu'un te parle, commence à confier avec confiance, tout ce qui a fait sa vie, ce qui lui manque, ses peurs, ses anxiétés, ses réussites. Tous les personnes âgées qui paraissent très inaccessibles, généralement. Surtout quand on est jeune, en fait, on n'a pas trop la chance de parler aux personnes âgées, sauf avec nos grands-parents, typiquement. Et c'est vrai que d'avoir ce lien, là, de créer ce lien et d'avoir une espèce de feedback sur leur vie et juste voilà, un témoignage, ça fait du bien. Ça renoue un truc qu'on avait oublié. C'est cool. Si après il y a des trucs où c'est vachement positif et ça donne le sourire. C'est que justement j'avais une autre personne âgée qui était assistante sociale, qui s'était battue toute sa vie pour des personnes migrantes, immigrées, etc. Pour faire valoir leurs droits en fait. Et souvent ça marchait pas. Et du coup c'est une personne qui était en dépression. Elle s'en cachait pas, hein. Elle est arrivée, elle avait bien parlé, etc. Et elle promenait juste son chien ici dans le parc et elle me disait en fait typiquement la solitude, ma famille elle est loin, j'ai pas de mari, j'ai pas de famille ici à Clermont, j'ai pas d'amis, je sors pas, donc quand je sors c'est pour promener mon chien et juste voilà. Elle s'était assise, elle avait parlé 1 ou 2 heures avec nous et à un moment il y a un étudiant de médecine qui arrive et qui se pose aussi, mais qui était jeune, qui devait avoir 20 ans, 21 ans et ils commencent à parler tous les deux, mais parler vraiment bien, tellement que nous on est là, on se regarde et on parle plus, et juste ils sont devenus trop potes. Et ils ont parlé 1 demi-heure ensemble, ils ont parlé de tout, c'était trop mignon. Et la madame, quand elle est repartie, elle avait un grand sourire. Et en partant, elle se dit si jamais je vous revois, c'est tout, je reviendrai, c'était trop bien. Et on était trop contents, genre, c'était trop bien, tu vois. On était vas-y, peut-être. Voilà. C'est adorable. Puis son chien me mordait les pieds. Voilà. C'est un signe d'affection. C'est un signe d'affection, on va dire ça. Et du coup, c'est quoi pour vous un avenir désirable ? Avenir désirable. Ouais. Alors ça va être très subjectif comme réponse parce que c'est propre à moi. Mais déjà un avenir désirable, c'est un avenir où pour moi il y a plus de, enfin après c'est utopique forcément, mais c'est quelque chose qui tend vers l'acceptation de tout le monde et la disparition des idées nauséabondes qui encouragent à la haine, la violence, etc. En ce moment c'est de pire en pire. Il y a de plus en plus de gens qui se font tuer, frapper, etc. pour leur orientation sexuelle, leur couleur de peau, enfin des choses qui sont... de toute façon, personne ne mérite de se faire juste fracasser comme ça, quoi. Et je pense que un avenir désirable, c'est un avenir où je peux juste me dire que je peux avoir des enfants. Parce que déjà, moi, je me dis que là, l'une des choses qui me retient dans l'avenir d'avoir des enfants, c'est le fait que j'ai pas envie de les mettre dans un monde où il y a des grandes personnes qui vont décider à leur place, il y a des grandes personnes qui vont ruiner la planète sur laquelle ils vivent juste pour leur propre profit. Il y a des gens qui vont, si jamais mon enfant il est homosexuel et que du coup ça sort de la case hétéro-normée, etc., il va potentiellement subir des moqueries, du harcèlement, etc. Mais ça, j'ai pas envie que ça puisse arriver. Et du coup, malgré qu'on fasse notre travail au maximum pour éduquer les gens, etc., qu'il y ait des politiques aussi qui, mine de rien, il y en a qui font ce travail, il y a des gens qui ont plus de pouvoir et qui, du coup, décident des règles à la place des autres. Je pense qu'un avenir désirable, c'est un avenir où il y a plus ce pouvoir unique
de gens qui décident à la place des autres, parce que souvent, quand on a le pouvoir de décider pour les autres, on décide ce qui nous avantage nous et pas les autres. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui me déprime un peu au quotidien. Je me dis, c'est bête, quoi. L'avenir est un peu sombre. Mais il faut positiver et se dire qu'en vrai, ça va peut-être changer un jour. Faut juste qu'on fasse de notre mieux, quoi. Bah, je pense que c'est un peu pareil que ça, parce que toute la jeunesse, je pense, c'est un peu pareil. Ouais, en fait, c'est que dans la perspective de notre avenir, on a un peu l'impression qu'on ne veut pas en avoir un. Pas parce qu'on n'a pas envie de se projeter, mais parce qu'on n'y arrive pas. Quand on regarde les informations, quand on regarde les médias, etc., ce qu'on voit, ça ne donne clairement pas envie de grandir. Et donc là, je fais mes études. Moi, je vais faire des longues études pour être chercheur. Et j'adore la France, hein, j'adore le pays. Mais je me dis, en fait, j'ai pas d'avenir avec cette profession-là parce qu'elle est mal payée, parce qu'on revalorise pas les bonnes professions. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui a fait 12-13 ans d'études, il trouve pas de poste en tant que professeur-chercheur. Et quand il en trouve un, il est payé 1800 € au début, quoi. Bon. Alors que si je vais à l'étranger, je trouve mieux. Donc déjà, ma perspective d'avenir, je la vois pas en France. Et puis, bah, globalement pareil, c'est que tout autour des mêmes choses. Aujourd'hui, si je veux me demander quelle est ma perspective d'avenir, je pense à l'argent. J'ai pas envie de penser à l'argent quand je pense à mon avenir. Je vais penser à ce que je peux faire, à ce que je vais vivre, avec qui je vais le vivre, comment est-ce que je vais le partager. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que si on veut vraiment partager et vraiment vivre, on est obligé de passer par le biais de l'argent. Et ça me saoule. Ça me saoule. Et puis pareil, bah, les idées qui sont en train de se mettre en place, tout le décalement de la fenêtre d'Overton qui est en train de se mettre en place et le monde qui est en train de s'extrémiser, moi j'aime pas ça. Ça me plaît pas du tout, j'ai pas envie de voir ça et ouais, ça renforce encore moins mon envie de grandir en fait. C'est pour ça qu'il y a autant de dépression chez les jeunes, il y a autant de désintérêt dans la politique chez les jeunes, qu'il y a autant de problématiques sociales qui s'imposent aux jeunes sans qu'ils soient vraiment écoutés. On a un peu l'impression de créer dans le vide et juste on va finir par se casser la voix, quoi. Donc on arrête. Comment on arrive à tenir quand rien ne va? Les antidépresseurs. Il y a la solution médicamenteuse. Autrement, Il y a la solution médicamenteuse. Non, mais je sais pas, quand rien ne va, je pense qu'il faut faire super attention à son entourage. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup, quand j'étais petit, j'ai vécu pas mal de trucs pas cool, le harcèlement, etc. Et j'ai beaucoup essayé de faire moi-même, tout seul, encaisser les trucs. Et en fait, c'était une spirale infernale. Je me suis dit, je veux tout faire tout seul, mais je n'en suis pas capable, donc je suis une merde. Sauf que c'est pas ça qu'il faut se penser. Mais du coup, j'ai appris à m'ouvrir aux autres petit à petit grâce à des gens que j'ai rencontrés. Et en fait, c'est vraiment de s'ouvrir aux autres et surtout aux bonnes personnes qui nous veulent réellement du bien, qu'on se retrouve avec un entourage qui nous soutiendra quoi qu'il arrive. Et c'est super important de savoir se reposer sur les autres et de pouvoir faire en sorte que les autres se reposent sur nous. En fait, c'est l'entraide, c'est le truc le plus important du monde, quoi. Pour moi, on peut pas vivre dans un monde individualiste, on peut pas juste dire ah, c'est bon, moi je vais faire du sport et je vais faire de l'argent et ça ira mieux dans ma vie. Non, tu peux être aussi riche que tu veux, faire du sport. Si t'as personne à qui parler, si t'as personne avec qui partager tes envies, tes rêves, etc. Ouais, ok, tu les accompliras, mais t'auras personne avec qui en parler. Ça stimulera pas, quoi. C'est nul. Par exemple, mon plus grand rêve, c'était d'être comédien. J'ai dû avorter parce que super, c'est dur d'être comédien dans la vie. Mais c'était l'un des plus grands rêves. Eh ben, quel intérêt d'être comédien si c'est pas pour être avec une troupe? Ça sert à rien. C'est avec des gens que je partage la scène, c'est avec des gens que je donne la réplique. C'est ça qui donne du sens au métier. Pour moi, c'est ça qui donne du sens à la vie globalement. C'est des gens avec qui on va donner la réplique tout au long de notre vie. Et ça va nous faire du bien. Genre typiquement ce mec. C'est même généralement nos moments de vie et les moments dont on se souvient, c'est les moments qu'on a partagés. Je trouvais ça très triste d'avoir des moments de vie où je sois uniquement seul. Même si c'est cool d'avoir des moments de vie seul pour de la fierté, pour des choses très autocentrées. Mais on vit toujours mieux quand on est accompagné, quoi qu'il en soit. Mais que ça peut être pour l'amour, ça peut être pour l'amitié, ça peut être la famille, ça peut être tout ce qu'on veut. Même être un chien ou un animal de compagnie. Mais je sais pas, j'ai l'impression que plus tu vis en communauté, plus tu arrives à projeter ton regard à travers d'autres regards justement. Quand tu sors un peu de ton prisme individualiste et tu commences à partager des choses. Et on dit tout le temps, dans les relations, le plus important c'est la communication, c'est de bien parler, etc. Mais on oublie le grand truc qui est au sommet de la pyramide, c'est juste le partage. Si on communique bien, c'est pour bien partager. Si on vit bien, c'est pour bien partager aussi. Si on a des enfants, c'est pour partager. Si on a des amis, c'est pour partager. Peut-être partager du temps, partager de la vie, partager des moments, des anecdotes, des traumatismes, peu importe. Mais on oublie trop souvent ça. J'avais entendu, je crois que c'était Clément Viktorovitch qui avait dit le capitalisme des sentiments.
Et je trouve ça très prégnant, très pointu, très perspicace. C'est que c'est complètement ça. Aujourd'hui, vraiment dans la normalisation du sentiment et du partage, où même un partage doit être payant. Il doit y avoir quelque chose. Alors que c'est trop cool, on est en train de partager un truc, on se connaît pas et on se doit rien. Et pourtant, on gagne plein de trucs. Carrément. Juste avant, on a rencontré Flo. Et Flo, il y a une question à vous poser. Du coup, c'est tombé sur vous. Sa question, c'est comment allez-vous? C'est simple. Ok, c'est simple. Bah, vas-y, commence. Voilà, t'es sûr? Depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle. Donc d'abord toi et ensuite moi. Moi, question compliquée, parce que j'ai pas eu une vie simple. Enfin, j'ai pas eu une vie simple, de mon point de vue. Mais déjà, j'ai eu pas mal de maladies quand j'étais enfant. Je suis né avec une génétique un peu pourrie. Du coup, ce qui fait que j'ai passé beaucoup de temps dans les hôpitaux. J'ai passé beaucoup de temps en fait à être très responsabilisé par mes parents. Parce que, du coup, je suis atteint d'hémophilie et d'autres choses. Du coup, l'hémophilie, c'est que je saigne beaucoup quand je me fais mal. Et donc, c'est vrai que très jeune, on m'a responsabilisé. Fait attention, toujours avoir ses traitements sur soi, savoir comment s'auto-traiter. Ça va présenter les bonnes cartes aux bonnes personnes, au bon moment. Ça va rappeler SAMU, mais bon. Quand on te met ça à 5-6 ans dans la tête et qu'on te le répète à chaque fois que tu sors, quand tu vas faire du sport, quand tu vas voir des amis, bah au final tu finis juste par grandir un peu trop vite. Tout ça couplé avec pas mal de harcèlement, pas mal de problématiques, etc. Bah, j'ai commencé à faire des périodes de dépression assez jeunes qui ont duré pendant très longtemps. Donc, on va dire que j'ai commencé à peu près à 10-11 ans. À faire vraiment de la dépression, à me renfermer sur moi-même. Je parlais plus. En même temps, mon père avait fait un burn-out. Donc, je me renfermais encore plus parce que j'ai l'impression que plus je m'ouvrais sur le fait que j'allais pas bien, plus je faisais peser du poids sur la famille qui avait déjà dû supporter le fait que j'étais malade. Du coup, je me renfermais encore plus. Et donc, tout le collège, tout le lycée, bonne grosse phase de dépression qui a duré tout le temps. Et puis, je suis arrivé à la fac, j'ai découvert les gens, j'ai découvert l'amour. J'ai découvert le fait d'étudier des choses qui nous plaisent. Et depuis ce moment-là, je remonte. Donc aujourd'hui, je suis suivi par un psychiatre, je prends des traitements, mais j'ai jamais été aussi bien dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai un diagnostic, je sais d'où ça vient, j'arrive à le partager, j'arrive à en parler. Je pense que c'est ma plus grande fierté récemment, c'est que quand ça va pas, j'arrive à le dire. Et on banalise trop le fait que aller mal, c'est pas uniquement se sentir mal, c'est aussi avoir du mal à partager, à dire, etc. Et c'est super important de le dire. Et pour la première fois depuis un moment, je me sens avancé. Ça fait du bien d'avancer. Du coup, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Super. La cause que je vais répondre moi. Donc, le mec, il a fait le plus beau monologue du 21e siècle. Pour moi, tout ça. Alors, comment ça va? Ça va mieux. Pareil, ça fait vraiment le pathos au maximum. En fait, j'ai une vision de la vie très sentimentale. Donc, les relations que j'ai avec les gens, que ce soit amicales ou amoureuses, m'impactent énormément. Et j'ai connu il y a quelques années ma première vraie relation amoureuse, qui s'est très mal finie. Et je pense que c'était le moment où j'étais le plus bas dans ma vie, globalement. J'ai eu des pensées pas folles. Ça peut paraître ridicule pour un sujet comme ça, mais ça m'a traversé l'esprit et tout. Enfin, c'était là d'autres trucs, mais voilà. Et ça va paraître tout con, mais petit à petit, j'ai appris à m'ouvrir aux petites choses. Parce qu'en fait, j'ai toujours été dans le sensationnalisme en mode faut que je fasse des choses plus stimulantes, plus grandes, plus importantes que ce que j'ai fait avant. Sauf qu'en fait, à faire cette course-là, on se bloque et au bout d'un moment, on atteint un plafond de verre et on n'arrive pas à le briser. Et chose toute bête, j'ai lu un manga, ça vient d'un manga, mon déclic, qui s'appelle Vinland Saga, qui est un manga où ça tourne globalement autour de la vengeance, de la colère et du deuil. Et ça collait bien parce qu'en plus de la rupture, j'avais perdu ma grand-mère. Et en fait, c'est un enfant qui s'appelle Thorfinn qui n'a vécu que dans la haine, que dans l'objectif de venger son père, que dans l'envie de tuer, que dans la tristesse. Et dans la deuxième saison de ce manga, il travaille au champ. Et juste, c'est 60 chapitres de lui qui coupe du blé et qui regarde le soleil. Et en fait, j'ai fait mais c'est fou parce que ça l'a calmé. Parce qu'en fait, dans le manga, il abandonne. Il se dit non, en fait, j'ai pas d'ennemis dans la vie, j'ai pas de colère. Ça sert à rien, c'est futile.
Et je me suis mis à sortir en nature, marcher dans la forêt, dans des parcs, etc. Et j'ai regardé les petits détails de la vie. Et c'est con, mais une fleur qui éclot, un arbre qui est en train de flotter légèrement avec le vent, des trucs tout bêtes. Et ça m'a fait me rendre compte qu'en fait, je regarde pas assez les choses qui me font plaisir. Et je pensais pas qu'il y avait autant de choses qui pouvaient me faire plaisir. Et j'ai réappris à aimer toutes mes passions que j'avais abandonnées. Je jouais plus aux jeux vidéo, que j'ai beaucoup joué avant, j'y rejoue. J'avais arrêté de lire, je me suis remis à lire. J'avais arrêté d'écrire, je me suis remis à écrire, notamment grâce au mec qui est assis à côté de moi. Je me suis remis à faire toutes les choses que j'aime et j'ai trouvé, je pense en tout cas, je l'espère, la femme de ma vie, avec qui je vis aujourd'hui. Et en fait, cette accumulation de choses, je me suis dit, c'est jamais terminé en fait. C'est jamais bloqué. Il n'y a jamais plus d'issue. D'une manière ou d'une autre, faut que tu t'accroches parce que malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce qu'il y a autour, une fois que t'es né, vivre ça vaut le coup. Avec tout ce qui est autour. Parce que tu finiras par rencontrer des gens qui vont t'aimer pour de vrai, parce que tu finiras par rencontrer des gens qui t'apporteront que du bonheur et à qui t'apportera du bonheur, parce que tu vaux quelque chose. T'es quelqu'un d'important, pour n'importe qui que ce soit, d'une manière ou d'une autre. C'est vrai, un de chinois. C'est vrai. Donc à la réponse comment ça va, moi je répondrais ça va mieux et ça ne peut qu'aller mieux. Bravo. Bah, encore un autre monologue là. C'est vrai qu'on s'est là, on fait chier, le podcast il va durer 45 minutes, ils nous emmerdent les genoux là. Ça va être 40 minutes de eux qui parlent et qui bégayent de la vie. Et qui disent avec des mots compliqués dedans. Non, c'est parfait, vous êtes superbe. Vous êtes superbe. Et oui, vous c'est quoi? Parce que du coup vous avez posé la question de comment vous voyez vous plus tard. Eh ouais. Question qui fâche. Alors moi, moi ça va pas aller. Bien sûr. Il y a eu des périodes de haut et de bas. Et là récemment, il y a eu une période de bas assez intense. En fait, j'étais dans un boulot très prenant. Je travaillais en tant que statisticien. Sauf que j'étais débutant, c'était mon premier job en sortant des études. Et je m'étais mis à fond. En fait, c'était un poste. Il n'y avait pas vraiment d'horaire, il n'y avait pas d'heure. C'était forfait jour. Donc en fait, il faut être là présent la journée. Le truc, c'est que il y avait une période d'essai de 3 mois. Je l'ai passé. En apparence, tout allait bien. Je sentais que mes collègues, managers, N+1, N+2 étaient là pour m'accompagner. Passé ces 3 mois, il y a eu comme un gros changement, un bouleversement. J'ai eu l'impression que d'un seul coup, le boulot devenait beaucoup plus intense. Au bout de 3 mois, alors qu'en 3 mois, j'ai pas eu le temps d'être vraiment formé correctement. Et il a fallu que je me suis donné vraiment. Je travaillais plus de 40 heures par semaine, mais je me rendais compte qu'en fait, il y avait des délais très stricts à respecter et très serrés. Et je me mettais beaucoup la pression. Et au bout d'un moment, j'avais du mal à suivre en fait. Je crois qu'à la fin, oui, je ressentais une boule au ventre. Et ma manager, en fait, me faisait des reproches, parfois même publiquement. J'avais ressenti comme je me sentais rabaissé en fait. Et j'en avais marre. Au bout d'un an, j'ai décidé de parler. Au moment où j'en ai parlé, à ma manager N+2, ils ont trouvé que la meilleure chose à faire, c'était que je parte. Et du coup, ça a été fait assez rapidement. Bon, au moins, c'était une rupture conventionnelle. Mais j'ai trouvé que la manière dont ça a été fait n'était pas correcte. Surtout que j'étais appelé au bureau, j'étais convoqué au bureau du directeur. Le directeur lui-même a été menaçant. Il m'a dit, simplement dit que j'allais prendre le temps de réfléchir. Il m'a dit que là, pour le moment, je vous parle avec un air sympa. Il a dit, si vous ne signez pas la rupture conventionnelle, si vous refusez, si on va en justice, quoi. Parce que ça aurait pu aller jusqu'en justice quand on reçoit des humiliations publiques et qu'on se ressent. Il m'a dit, on vous enverra une lettre avec recommandé et on vous licenciera pour faute grave. Alors, en tant que débutant, j'ai fait des erreurs. Je les ai toujours reconnues, c'est sûr. Mais en même temps, je les ai corrigées, ces erreurs. Et c'est important quand on veut apprendre, c'est impossible de jamais faire des erreurs. J'ai vu qu'en fait, ils n'avaient pas les ressources pour former les gens. Ils n'avaient pas le temps non plus pour ça. Donc en fait, le mieux c'était de partir, quoi. Si j'avais su bien avant que c'était le cas, je pense que j'aurais quitté bien avant. Je n'aurais pas attendu 1 an. Mais bon. Donc là, je suis en période de cette phase où je m'accorde une pause à moi-même, en rupture conventionnelle. Je me consacre au podcast, qui fait du bien aussi. Et je revois les amis et je me focalise aussi sur maintenant le futur. Le présent aussi, c'est très important, le moment présent. C'est bien, c'est présent. Et plus tard, j'aimerais bien
passer un concours pour être fonctionnaire européen. Je fais des stages aussi dans des organisations internationales et je garde de très bons souvenirs de ce moment-là. Je m'entendais super bien, même avec mes managers. Je m'intéresse à des relations internationales et à la diplomatie. Et je pense que ce serait ma voie. Trop bien. Bravo. Merci beaucoup. Un exutoire, carrément. Moi, j'ai passé une bonne partie de ma vie à chercher ma place, en fait. Tout simplement à chercher qui je suis. Ça a duré finalement pendant toute ma scolarité. Hein. Et puis c'est il y a quelques années seulement que ça a commencé à s'aggraver parce que vraiment je me sentais tellement différent, si vous voulez, des gens qui m'entouraient. Et j'arrivais pas à me sortir cette idée de la tête que j'avais rien à faire ici, quoi. Puis effectivement, comme tu disais, je me suis décidé à demander de l'aide, à aller consulter. J'ai obtenu les réponses que je voulais sur qui j'étais. Ça a pris du temps, surtout que je suis un petit peu moi maintenant, mais voilà, avec cette habitude de vouloir tout gérer par moi-même, non pas par ego, mais parce que je veux pas plomber les autres qui sont autour de moi. En fait, je me sentirais trop égoïste de donner une partie de ma charge à quelqu'un d'autre, même si on me le demande. C'est encore difficile de le faire aujourd'hui, mais je travaille là-dessus. Et ça a pris du temps, mais finalement, je dirais que la phase la plus importante par laquelle je suis passé, c'est l'acceptation. C'est-à-dire, admettons, on me place dans une case, dans une autre, qu'importe. Je suis différent, je vis comme je suis, j'accepte ce que je suis. J'ai des envies, j'ai des rêves, j'ai des choses que je veux accomplir. Vas-y, je me donne les moyens pour le faire. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais j'ai envie d'essayer. Donc, c'est passé par la musique, c'est passé par le podcast. Le compromis que j'ai fait en commençant ma vie professionnelle, c'est dire, ok, je vais faire une vie professionnelle parce que merde, il faut gagner de l'argent. Mais je vais le faire en temps partiel parce que comme ça, effectivement, à côté, je pourrais avoir ces activités-là et envisager autre chose. Développer la vie intérieure un petit peu. Et voilà, c'est les plus belles années de ma vie en fait, parce que c'est là où j'accepte qui je suis. Et là, depuis quelque temps, ça va moins bien. Ça va moins bien parce que je suis très dépendant de mon environnement en fait, du monde qui est autour de moi. Et quand tu regardes les actualités, toute la télé, que tu ouvres les journaux ou autres, c'est de plus en plus compliqué pour moi de prétendre que ça n'existe pas ou même de l'accepter, mais juste de rester là avec le podcast c'est cool, on recrée du lien, mais t'as tellement l'impression que tout se joue à une échelle tellement plus grande que c'est un rouleau compresseur que tu ne peux pas contrôler en fait. Ça a ce côté qui est désespérant et je sens que j'ai de plus en plus ce besoin d'alignement, mais en même temps je sais pas comment le concrétiser, comment faire pour agir, parce que j'ai la conviction qu'il y a quelque chose à faire et que c'est maintenant. La question c'est qu'est-ce que je fais. Et je suis un petit peu, ce que je te disais hier en fait, je suis un petit peu à un croisement des chemins. Qu'est-ce que je fais? Il y a 36 possibilités, il y a des milliers de causes possibles. Qu'est-ce que je choisis, dans quoi je m'engage? Et il y a cette question toujours de l'avenir, parce que autant il y a quelques années je pouvais dire tiens, dans 1 an, 2 ans, j'aimerais bien faire ça, je me projette en train de faire ça. Là j'arrive pas à me projeter dans 2 mois. Il n'y a plus d'horizon. L'horizon est vraiment, que ce soit au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau personnel, j'arrive pas à voir plus loin. Et du coup, je suis un petit peu coincé dans ces questionnements de c'est quoi la suite. Mais de l'autre côté, il y a le podcast. Et franchement, rencontrer des gens en plus comme vous, avec tous ces partages, ça fait chaud au cœur. Et depuis plusieurs années, je suis de plus en plus convaincu que vraiment ce qui compte, c'est le lien. Et il faut se rendre compte qu'il y a énormément de gens autour de nous, beaucoup plus qu'on ne le pense et qu'on ne le laisse croire, qui sont vraiment prêts à un changement, prêts à en être moteurs aussi, qui peut-être ne savent pas trop non plus de quelle manière ça va se faire. Et ça a ce côté vraiment rassurant. C'est aussi à ça que je m'approche. Bravo, félicitations. Ouais, le chemin qui est fait. Ouais, je suis sûr que tu vas trouver. C'est souvent compliqué dans ces moments-là. Je
j'aurais pas la prétention de dire que je te comprends ni de pouvoir te donner des solutions parce que c'est pas à moi de te les donner. Certes, je suis en études de psycho, mais je suis incapable de le donner. Mais je sais pas, j'ai toujours un peu cette impression que quand on a 10 000 possibilités ou quand on arrive à un moment dans notre vie, on se pose tellement de questions, qu'on rumine tellement qu'on sait plus où aller. Le plus gros problème qui s'impose à nous, c'est qu'en fait, on s'oublie. C'est qu'on s'oublie, on n'arrive plus à penser à la première personne, mais on regarde à la troisième personne sur toutes les possibilités comme si on avait une grande carte des choix. Et on fait, ok, il faut que je fasse quoi pour aller le plus vite possible. Mais on oublie juste de dire, ok, j'ai envie de quoi. Et faut faire attention à pas tomber dans l'anédonisme et ne pas oublier toi ce que t'aimes et ce qui te fait plaisir en fait. C'est un peu le truc basique de vie au jour le jour, un peu nul, mode Brice de Nice, tu vois. Mais en même temps, dans ces moments-là, ça fait vachement du bien. Ça veut pas dire qu'on est ignorant ou qu'on est dans le déni, c'est juste que factuellement, on peut pas tout le temps être centré sur ce qui se passe dans le monde parce qu'on n'est pas le monde. Et c'est super important d'être informé, de savoir ce qui se passe et de dénoncer quand ça va pas. Mais il y a aussi l'impact psychologique et émotionnel qu'il faut pas négliger. Il faut savoir se protéger quand c'est le moment. Et ouais, ok, c'est la merde. Ouais, aussi, il y a un truc à faire et on sait qu'il faut qu'on fasse des trucs. Mais il y a des fois où ça servirait à rien de tenter quelque chose quand nous, on se sent pas stable pour le faire. Je le vois comme ça. Je suis d'accord. D'accord, ouais. On a un proverbe. J'ai tout oublié là, je suis. Ouais, On prend le micro et on change et nous qui posons des questions. Allez, c'est parti. On peut faire ça aussi. Hein. Allez, le proverbe. On en a un chaque semaine. C'est un proverbe auvergnat. Le proverbe, si je m'en souviens bien, il dit « Compte plutôt sur ton âne que sur le cheval du voisin ». Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous inspire? Le capitaine. Moi, le lien, il est direct. Moi, direct, la première idée qui m'est venue, c'est une autre phrase. Ça ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc en fait, on ne peut pas compter sur le fait de donner que de l'amour aux gens si nous-mêmes, on ne s'en donne pas. Et je sais qu'on est beaucoup à avoir du mal et qu'on se dit, c'est par le fait que j'apporte du bonheur aux autres que moi, j'aurai du bonheur. C'est pas que comme ça. On a besoin que les autres nous apportent du bonheur, on a besoin nous-mêmes de s'accorder du bonheur. De se dire, je vaux quelque chose, de se dire, j'apprécie, ça peut être un truc débile, sortir avec des vêtements qui nous plaisent, se faire une nouvelle coupe qu'on aime bien, écouter des musiques tout seul, mais des trucs qui nous font kiffer, jouer d'un instrument, faire du sport, n'importe quoi qu'on fait tout seul, mais qui nous fait kiffer, et se dire qu'on ne vaut pas rien. Donc ouais, pas compter sur le cheval du voisin, et compter plutôt sur son âne, c'est compter sur soi, plutôt que de compter sur les autres, parce que les autres, ils pourront jamais réparer quelque chose qu'ils ne savent pas comment. Il dit quoi, moi? C'est pas vu comme ça. Grand littéraire. Ah, je sais. Parolier. Moi, je dirais que ça va être plutôt un truc qui va tourner autour de l'égocentrisme. Pas dans le mauvais sens. L'égocentrisme, c'est un mot péjoratif, mais dans le sens de, des fois, c'est super important de savoir penser à soi plutôt que penser aux autres. Ça rejoint un peu ce que tu as dit au final. Mais si je relie à mon expérience, et vu que j'ai une expérience de gros dépressif, bah forcément, il y a ce truc-là qui s'impose à mon esprit de... Il y a des moments où il faut savoir juste s'auto-centrer sur soi-même et arrêter de prendre en compte ce qui se passe autour. Très très égoïste, mais de la bonne manière. Il y a une manière d'être égoïste et il y a un moment pour être égoïste et faut pas l'oublier. Typiquement, ça peut passer par des mille trucs, ça peut passer par des relations où on n'a pas forcément envie de partager les mêmes choses, ça peut passer par des envies où on préfère faire son propre truc par rapport à l'envie générale, ça peut passer par les études, se concentrer sur un truc qu'on veut profondément faire plutôt que la voie qui nous semble être la plus probable. Ça peut être sur les choix personnels, au moment où il y a tellement de trucs autour de nous qu'on s'oublie soi-même, du coup on sait pas à quoi prendre. Il faut juste se recentrer pour se lancer. Comment on apprend à passer par-delà l'ego? Je pense par les autres. Faut se faire casser son ego pour passer par-delà. C'est que souvent quand on arrive ou quand il y a un truc très nouveau pour nous ou qu'on pense dans lequel on est très fort, on va avoir tendance à surestimer. Souvent quand on rencontre les gens, qu'on arrive à partager justement, c'est le moment où on se rend compte qu'on n'est pas si spécial. Et ça fait du bien des fois de pas être spécial. Je prends l'éloquence parce que je fais pas mal d'éloquence. J'écris depuis très très longtemps, j'adore écrire l'éloquence c'est un ami qui m'avait introduit et j'avais jamais fait de théâtre ni rien, juste j'écrivais, j'ai fait ok je vais tenter et j'avais vraiment aimé, j'avais passé un super bon moment mais j'étais arrivé avec énormément de véhémence, j'étais dit ok j'ai écrit depuis longtemps, ça va passer etc. Premier tour je me fais défoncer
défoncé parce que les gens sont super bons et j'ai pris une grosse claque et c'était super. C'était super de prendre une grosse claque parce que je suis devenu 3 fois meilleur en éloquence grâce à ça parce que je me suis dit ok, ce mec il a fait comme ça, etc. parce que j'avais oublié que j'étais juste néophyte là-dedans. Et du coup ça fait du bien de se faire casser bien son ego comme il faut. Ce que je trouve incroyable quand même, c'est de dire des années après, bah, je me suis pris un sacré échec, mais c'était trop bien, quoi. Bah ouais, mais c'est trop cool les échecs. Alors, il y a plein de trucs, mais surtout c'est que c'est l'échec, c'est vraiment les échecs qui mettent en valeur les succès que tu fais après. Alors, je prends le basket parce que j'ai fait beaucoup de basket aussi. Et au début, comme tout le monde, j'étais nul. J'étais profondément nul comme n'importe qui. Du coup, tu galères. En plus, je suis dyspraxique, donc un enfer pour arriver à dribbler avec les 2 mains, arriver à faire des bons gestes, avoir une bonne gestuelle de tir, etc. Et puis au bout d'un moment, je commence à être vraiment, vraiment bien, bon. Je sais pas, quand tu mets un 3 points en match, quand tu gagnes un championnat, quand tu gagnes avec ton équipe et que tu partages ce sentiment de la victoire, tu repenses forcément aux heures et des heures que tu as passées sur ta terrasse à envoyer des grosses briques qui ne passaient absolument pas, mais elles t'ont servi. Et c'est ça qui rend le truc super plaisant et séduisant. C'est ce petit instant de ok, t'y es. C'est quoi l'expression? C'est le self et la victoire? Ça. Ça, je pourrais pas t'avoir. L'ego alors. Comment aller au-delà de l'ego? C'est dur comme question. Mais je pense que ce serait en acceptant qu'on peut pas être bon partout. En apprenant à tout tenter, mais à accepter qu'on réussit pas tout. Parce que j'ai tenté plein de sports, plein d'arts, plein de trucs. Il y a des trucs, je suis nullissime. Je suis vraiment le mec le plus mauvais de l'histoire dans ce domaine. Et en fait, à chaque fois, je t'en mode, je suis nul. Il y a des gens qui sont forts. Ouais, bah, peut-être que toi, tu sais faire un truc que le mec qui est fort dans le domaine, il sait pas faire. Et en fait, cet ego, c'est ce petit truc qui vient nous titiller quand on n'arrive pas à faire quelque chose. On se dit, si, je vaux rien en fait, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Et c'est aussi vraiment, du coup, ça va avec briser la comparaison. C'est comme ça qu'on va au-delà de l'ego. Parce que l'ego, on voit ça comme quelque chose d'extrêmement personnel, mais en fait, c'est qu'on se juge par rapport aux autres. On n'est pas en colère parce que nous, on n'arrive pas à faire ça. On est en colère parce que nous, on n'arrive pas à faire ça et qu'il y a des gens qui arrivent. Moi, par exemple, il m'apprend la guitare en ce moment. Je progresse, mais je suis à des années-lumière d'être meilleur que lui. Et c'est normal, ça fait 8 ans qu'il en joue, moi, ça fait 6 mois. Et pourtant, quand j'arrive pas à faire un riff, ou un morceau, ou un truc à la con, ou un accord, je me dis, putain, mais là, il sait faire. Et du coup, je suis énervé. Alors qu'en fait, si je suis énervé, c'est parce que il sait faire, pas parce que moi, je sais pas le faire. C'est normal que je sache pas le faire. Ça fait 20 minutes que j'essaye. C'est normal que je sache pas le faire. Et au final, ça rejoint son truc. J'arrive pas à faire un do. Au bout de 30 minutes, j'arrive à le faire, mon do. Je me dis, ça fait 30 minutes que je rate et là, je réussis, c'est trop cool. Je suis trop heureux. Et là, je pense plus au fait que Maëlys sait le faire, je pense au fait que moi, je sais le faire. Donc, c'est bizarre parce que quand on rate, on pense aux autres, quand on réussit, on pense à soi. Donc en fait, il faut apprendre à penser à soi aussi quand on rate. Et à pas se mettre tout ce temps sur une échelle où on se dit, les autres y arrivent, donc moi, je dois y arriver. On se dise, moi, je rate. Et c'est pas grave. Si ça me plaît pas et que je veux pas continuer, j'arrête. Mais si je sens que je veux progresser là-dedans, parce que ça me fait plaisir, ça me fait vibrer, je continue. Et je pense que c'est comme ça qu'on va au-delà de l'ego. C'est en apprenant que, on peut pas être bon partout. Et que quand on rate quelque chose, c'est pas grave. C'est ok. Et quand on réussit, ça ne le rendra que meilleur. Ça rejoint un peu la fin de ton truc. Mais ouais, ça m'a inspiré une phrase très philosophique. Vas-y, attention, alors là, un moment. on se prépare. Rousseau. Pour moi, l'ego, c'est vraiment l'amertume de l'incompétence. Waouh. Je vais les mettre dans mes toilettes, cette phrase, s'il te plaît. L'ego, c'est l'amertume de l'incompétence. C'est Et le fait on n'y arrive pas, du coup, on se projette sur les autres. C'est réel. Mais Très belle toi qui phrase. l'as fait. Avec plaisir. Vous allez peut-être vouloir passer à d'autres gens. Ah non, non, vraiment, c'est sûr. Après, si le podcast est trop long, C'est si vous. Non, mais là, on va faire un hors-série, c'est pas possible. Parce que nous, on a vraiment une démarche de même si la personne veut rester 4 heures, écoute, on en va fait, travailler 4 heures. c'est que nous, vraiment, là, prenez-nous comme des. Ouais, on est genre des intérims, quoi. Ouais, c'est Vous ça. nous embauchez et on est là pendant combien de temps là Ah oui, hein. On est là pour ça, on est là dans cette pour ça, perspective. De toute façon, on s'est dit dès le début, soit on va avoir personne, soit on va avoir 2 personnes mais qui vont rester toute l'après-midi, soit on va avoir 14 personnes mais qui vont s'enchaîner super vite. Nous, tout nous va. J'adore cette démarche. Peu importe le Vraiment, scénario, tout est ok. Tout va, Très ouais. bien.
Là, c'est le scénario est fou. Ah, le scénario est parfait. Et là, le Alors, scénario, c'est le bonheur du hasard. Genre vraiment, c'est génial. surtout que vous n'avez pas parlé beaucoup de vous au final. C'est que nous, on a beaucoup parlé. Mais En même temps, c'est nous qui avons le micro. Oui, hein. non, mais On a Mais beaucoup oui, parlé de oui, nous. vous sur avez votre un concept. podcast et le podcast c'est d'avoir un partage et un lien. Et on est les seuls à vous partager. Bah ouais. Partagez-nous Génial. votre ego. Ah, l'ego. Ah, ça répond pas même pas à ces questions qu'ils posent. Bravo. Putain, c'est une Bah bonne ouais. question en fait. Bah, elle est prise sur le moment, la question. Pris au dépourvu. Si tu Vous veux. voulez que je prenne le micro? Si tu veux. Allez hop. Oh là là, Inception de trucs. Comment on dépasse l'ego? Alors je dirais que ça passe par une profonde remise en question, en fait, de soi, et ça passe aussi par l'empathie. Ça passe par la capacité de se mettre à la place de l'autre, en fait. Pourquoi la personne réagit comme ça? Moi, par exemple, moi, si je ne réussis pas telle chose, j'ai tendance à m'accuser. Tout ça vient. Et est-ce vraiment nécessaire de m'accuser vraiment à ce point-là? Et je pense que c'est important de se dire que c'est normal de faire des erreurs. C'est normal. L'important, c'est de prendre des leçons. Comme tu l'as très bien mentionné tout à l'heure, justement, c'est dans les échecs aussi qu'on voit, en fait, qu'on prend plus de valeur dans les succès. En vivant l'ego, je trouve qu'on a une meilleure analyse de la situation. Parce que non seulement on prend conscience qu'on a de l'ego, mais en plus de ça, on sait par quelle étape passer pour dépasser l'ego. Et en plus de ça, j'ajouterais qu'on observe mieux comment la personne en face a de l'ego aussi. Si elle a de l'ego ou pas, et comment elle fait pour dépasser ça. Et je dirais même encore plus, ça va loin là, que on a un pouvoir d'action pour limiter l'ego, non seulement en nous, mais en l'autre aussi, qui a l'ego. Ouais. Est-ce que tout ça passerait pas encore une fois par le partage? Oui, tout à fait. Eh oui, mais tout est lié en fait. C'est ça. Moi, je suis complètement d'accord avec. Et d'ailleurs, on l'a répété souvent dans le podcast, de dire que en fait, les erreurs, c'est trop bien parce que c'est des erreurs qu'on apprend. Les réussites, on n'en apprend pas assez. Ça va paraître un petit peu présomptueux, ce que je veux dire, mais j'ai eu relativement peu d'échecs dans ma vie. En tout cas, de mon point de vue. Je dirais même pas assez d'échecs. Mais pour autant, ça n'empêche que j'ai toujours eu ce réflexe de me comparer, de tomber dans le piège de la comparaison, de se dire ouais, j'ai fait ça, mais lui il a fait ça, quoi, c'est trop stylé, j'adorerais faire un truc comme ça, ou ouais, mais lui il arrive à faire ça, moi je galère, ou alors ça me prend plus de temps, pourquoi c'est comme ça? Et je crois que progressivement quand même, parce que je suis conscient à quel point c'est toxique pour moi et c'est mauvais, ne serait-ce que pour mon moral. J'ai appris à passer un petit peu au-dessus de ça. Je sais que j'aurai toujours de l'ego, mais aujourd'hui, je suis plus dans une posture d'observation. Où je vais avoir des réactions, justement, de l'ego qui vont me venir spontanément. Et je vais le noter, je vais l'observer, je vais dire, tiens, c'est marrant, pourquoi tu penses ça? Est-ce que au fond, ta réflexion est valide? Je suis en train de vous dire que je parle avec moi-même. Je sais ce qui est dans ma tête. Et honnêtement, je pense qu'au fur et à mesure, avec le temps, j'apprends à m'en détacher et à beaucoup plus être dans... Ouais, peu importe, en fait, je fais mon truc. On s'en fout des autres. On avance comme on peut, comme on veut. On suit nos envies. Faut se détacher de ça. Trop bien. Incroyable. C'est beau. Ouais. Pour les deux, ouais. Tous des défis en fait. C'est ça la vérité. On va aller faire Woodstock, les gars. C'est ça les gars. Non, génial. Trop ok. Et Non, juste- mais tu disais... Désolé, je repasse sur les mais questions. Non, vas-y, tu peux garder le Je micro. le garde. On te l'offre. Je récupérerai le portable peut-être. Tu disais, en vrai, quand tu fais un podcast, ouais, tu poses les questions et c'est les gens qui sont en face qui répondent. En vrai, le choix de questions, il est rarement anodin. Et ce que je trouve génial, et ce que j'ai du coup d'autant plus appris à identifier quand j'écoute un podcast de quelqu'un d'autre, c'est que finalement, les questions, elles transpirent un petit peu de la personnalité de la personne qui les pose. Souvent, ça répond aussi à des interrogations, soit passées, soit qu'on a encore. Donc finalement, je trouve que ça reflète un petit peu la personnalité et j'essaye aussi de faire en sorte que voilà, les questions que je pose, généralement, elles reflètent des vrais trucs, soit qui ont compté par le passé, soit qui comptent encore maintenant. Justement, pour donner un exemple très concret sur l'ego, si par exemple on envoie un message à quelqu'un
qu'on apprécie, ça peut être par exemple un crush, et que cette personne voit le message, elle ne répond pas aussitôt. Par exemple, elle peut attendre 24 heures, voire 48 heures, et que nous, ça nous touche. Petit ghosting en bonne et due règle. Un ghosting, voilà. Ah ouais. Et au fond, on peut se dire que peut-être que cette personne, tout simplement, elle était occupée ou tout simplement elle n'est pas intéressée. Et dans ce cas-là, ça sert à rien d'insister et pas besoin de surréagir en accusant la personne. Parce que là, ce serait un peu sans savoir, surtout, en tout cas, ce qui se passe. En fait, j'aurais tendance à dire que soit tu as la posture où tu surréagis en disant mais comment elle ose ne pas me répondre immédiatement, ou alors, comme tu dis, de se dire bah finalement c'est que je compte pas quoi. Là pour le coup c'est plutôt de la dépréciation personnelle, Ouais. je sais pas comment le dire. La dépréciation va de pair avec l'ego. Ouais, carrément. C'est que l'ego, c'est pas forcément négatif, c'est important des fois d'avoir de l'ego, justement. Pas, encore une fois, pas mal placé, etc., mais justement pour pas se détester. Et c'est souvent ça le gros problème, surtout quand on parle avec des personnes qui sont en dépression ou même des personnes qui sont juste malheureuses. Il y a vraiment toujours un peu cette récurrence de la baisse d'estime de soi, de l'anéantissement total de l'estime de soi. On ne vit que par les autres. Parce qu'on peut pas vivre par soi-même, parce qu'on se déteste. Et c'est ça peut-être le sentiment le plus dur à accepter quand on guérit, justement. C'est le fait qu'un jour on s'est détesté. Et c'est ok. Et c'est ok. On dirait vraiment que là, c'est nous qui nous le podcast. Ah non, mais là, c'est Sur la porte, tu veux essayer. Il est dit. Waouh, French podcaster. Alors bienvenue dans Traitement d'essence. Aujourd'hui, quelques questions. Du coup tu es en psychologie. Ouais. Toi tu es dans un milieu artistique. Alors du tout. J'ai dû avorter mes rêves d'artiste. Enfin maintenant j'en fais mais en loisir. Mais là je cherche du boulot parce que j'aspire pas à une grande vie de grands projets et moi j'ai juste envie d'être dans l'idéal ma propre librairie. Et si c'est pas possible, juste une librairie. Trop bien. Bosser, conseiller des bons livres. Trop bien. C'est tout. J'aspire pas à grand chose. Pour moi c'est le kiff. Hein. Ça me suffit. Des activités de parolier aussi. De parolier. Parce que c'est Maël, Oui. c'est ça ouais. T'as dit parolier à un moment. Ah oui, non mais c'est qu'en fait lui il faisait de l'éloquence depuis très longtemps et moi j'écrivais mais je faisais pas juste de l'éloquence en particulier parce que l'éloquence c'est vraiment un style d'écriture en particulier. Il faisait ses textes. En fait. Ouais c'est ça, j'étais son ghostwriter. Non pas du tout. Tout le mérite. Non, c'est que lui il fait l'éloquence qui est vraiment, on est dans le rythme de la phrase avec des rimes etc. Moi vraiment juste j'écrivais ce qui me passait par la tête, un peu en mode journaling. Mais en rendant ça un minimum joli, etc. De la prose. Ouais, de la prose. Et en fait, il m'a fait découvrir l'éloquence et ça m'a fait à la fois reprendre la prose et me mettre à l'éloquence. Et c'est très stimulant. On a fait j'en ai fait un tout seul, qui ressemble plus à de la prose pour le coup. Et après, on a fait 2 vrais trucs d'éloquence ensemble. Et d'ailleurs, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on a l'un de notre tout dernier texte, le tout début, la première phrase, c'est la comparaison est l'ennemi du bonheur, qui est une vraie phrase et qui est la première phrase de notre texte et qu'on trouve tellement vrai. Et du coup c'est drôle ouais mais après j'écris, je me mets à la guitare, je fais de l'acting mais tout seul. C'est déjà pas mal. Enfin je fais de l'acting pas tout seul parce que en fait je fais du jeu de rôle. Donjons et Dragons etc. Moi j'ai créé mon propre univers et lui notamment c'est un joueur dans cet univers et du coup eux ils incarnent leurs personnages mais moi j'en incarne des dizaines. Parce que du coup ils rencontrent le paysan du coin, l'orque guerrier, le machin chouette. Et je dois tout interpréter. La dernière fois j'ai vraiment fait un monologue de 5 minutes avec une lumière rouge et une musique terrifiante. Et c'était très bien. C'était super. Et c'était très bien. Donc ouais, j'adore l'art, mais malheureusement en France, quand on veut vivre de l'art, il faut soit avoir énormément de chance, soit les bons contacts, ou avoir énormément d'argent. Moi j'ai regardé une école de théâtre que je voulais intégrer, que j'avais les capacités d'intégrer, je connaissais personne dedans, 25 000 € l'année. Parce que oui c'est bien, on peut faire art du spectacle, mais en art du spectacle, il y a un mec sur 10 000 qui se fait détecter. Jamel Debbouze par exemple, c'est un exemple. Il faisait art du spectacle, il faisait des trucs de comédie pour faire rire la galerie. Il s'est fait repérer par un mec, bam, Jamel Comedy Club. Et il est rentré dans une école. C'est fou, hein. Mais en fait, il faut avoir de la chance. Faut avoir de la chance. Alors oui, la chance, on la provoque, mais j'ai pas envie de m'exploser ma vie à être dans une situation ultra précaire qui me met trop mal. Parce que dans tous les cas, je vais arrêter, en fait. Au bout d'un moment, ouais, ok, je veux bien qu'on la provoque la chance, mais bon, faut pas déconner, quoi. Donc ouais. Mais du coup là actuellement je cherche juste un truc pour me poser, pour être tranquille, décorer mon appart avec ma chérie et pouvoir nourrir mon chat. Et la chérie aussi. Et nous oui accessoirement. Non, nourrir la chérie aussi. Tant que ça. Si, il est toutes les semaines chez moi. Mais j'ai un appartement, hein, mais. Et ce soir tu dors où? Voilà. Et voilà. Là, c'est quoi votre plus grand moment de partage? Parce qu'on parle de partager, je crois que le grand mot,
pour rappeler votre podcast, Le partage 36 d'essence. points. Nouveau nom. On appelle comme Dans ça le hors-série. podcast, je pense que ça a été en tout cas le plus marquant. C'était quand j'étais à Nancy et j'ai rencontré Damien. Et cette rencontre était vraiment incroyable. Et lui, il avait un grand chien sur le coup. Et il avait tout de suite accepté. Il était vraiment genre très ouvert et je le voyais enthousiaste. Il y avait comme une connexion incroyable. Et lui, il le disait lui-même, en fait, en me voyant, il m'a dit, mais c'est incroyable ce qui se passe. Il m'a beaucoup encouragé. Je dirais que c'est la personne qui m'a le plus encouragé du podcast. Et il m'a dit, je trouve ce projet génial, mais c'est incroyable ce que tu fais. Et il m'a dit, continue comme ça. Enfin, et je le voyais très ému. Très ému. Parce qu'il m'a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se sentent seules et qui ont besoin de parler. Et je voyais qu'il avait besoin de parler. Et je voyais que ça lui avait fait du bien. Et j'avais vu dans ses yeux l'émotion. Il allait presque pleurer, tu vois. Et ça m'a beaucoup touché. Parce que je me suis dit, c'est ça qu'on voit en fait, que ce qu'on fait, c'est très utile. Que les gens ont besoin de parler. Très bonne réponse. C'est beau. C'est beau. C'est juste beau. Et nous en voilà. fait. Et bim. Voilà ici. On termine sur cette question, moi, comme ça vous avez... Ça, on fout La journée est finie. Hein. Généralement, on essaye de garder les épisodes autour d'une demi-heure, 40 minutes. Bah, je pense qu'on mettra un épisode complet en hors-série. Un autre genre. Ah oui, bien. Ouais. C'est on est hors série. Tu vois là pour avoir une bière, hein. On est tellement à part. Bah, en vrai, vraiment. Moi, je veux trop garder votre contact. Hein. Mais vous êtes. Avoir une bière après. Non, On mais va boire une bière après. sérieusement, vous êtes super intéressant. Vous n'avez rien à faire. Ce soir, ça va. C'est bon, on a le temps. Bah, moi, ça me va. Donc, on revient. Bon, Moi, c'est tout décidé déjà. Ma question n'était pas anodine. Hein. Moi, c'est pas un moment, c'est une personne. C'est mon arrière-grand-mère qui s'appelle Agnès. Un gros coucou à Agnès, qui est plus là, qui est plus de ce monde, mais on l'embrasse fort. J'ai eu la chance de connaître mon arrière-grand-mère, ce qui est déjà énorme. Et c'était quelqu'un d'exceptionnel. Vraiment, c'est la femme de ma vie. C'est-à-dire que elle a tellement eu de poids et d'influence sur moi et sur mon histoire que je peux pas même pas l'oublier, même pas un peu dans les moindres détails. Et du coup, Agnès, cette grande personne qu'elle est, avait des yeux profondément bleus, très très bleus, et il témoignait d'une vie. Je sais pas, juste un regard, et tout allait bien. Génial. Et en fait, je travaillais de nuit dans une maison d'assistance spécialisée. Donc, on accueille des personnes qui sont en difficulté psychiatrique et qui n'ont pas forcément de personnes pour s'occuper d'elles. On les accueille dans une espèce de maison de retraite en fait. Et du coup, je travaillais de nuit là-bas. Et du coup, ma grand-mère était, elle, en maison de retraite, juste à côté de cette masse-là. Et du coup, je terminais à 6h30 et les visites commençaient à 7h. Donc j'attendais une demi-heure et j'allais la voir et je passais la matinée avec elle. Et on parlait, elle me racontait toute sa vie et tout ce qu'elle avait vécu, comment elle s'était occupée de son mari qui avait Alzheimer, plein de trucs comme ça. Et c'était trop bien parce que on avait 2 générations d'écart et pourtant j'ai jamais autant eu des conversations profondes et intenses qu'avec elle. Et du coup c'était trop bien d'avoir cette personne-là et elle m'a fait grandir de fou juste en m'écoutant ou en me racontant sa vie ou juste en me regardant parce que elle avait des yeux... Vraiment, c'est la chose que je retiendrai d'elle. Elle communiquait tout par ses yeux. Et toujours le sourire, elle rigolait toujours alors qu'elle elle avait 97 ans, je crois. Toujours pleine forme, elle voulait faire des activités, elle faisait ses mots croisés, elle parlait avec ses copines dans la maison de retraite. Voilà. Et toujours les larmes aux yeux quand on arrivait parce que ses petits-enfants viennent la voir et elle est trop contente. Voilà. Voilà. Si ça avait été moi et que j'aurais dû écrire quelque chose sur sa tombe, j'aurais écrit pour la femme qui partage. Paix à son âme. Du coup, j'ai écrit des textes d'éloquence pour elle. Wow. Je vais les poster sur Instagram si vous voulez aller voir. Tu leur montreras à ton compte. Faudra qu'on chope des références là. Moi, je l'ai déjà dans ma tête aussi. J'y réfléchi un peu pendant que Maël parlait. Je pourrais dire un truc bateau, genre le mariage de ma sœur, mais je pense que ce serait trop facile comme réponse. Parce que c'était juste magnifique comme moment. Enfin, je pense que mon moment vraiment dans ma vie où j'ai ressenti le plus de bonheur parce que je partageais quelque chose avec des gens, c'était il y a bientôt 2 ans. Je venais de rencontrer ma copine il y a quelques mois et j'ai un meilleur ami qui s'appelle Alan, j'embrasse très fort, qui a une copine qui s'appelle Maëlys, qui est une très très bonne amie à moi et à ma copine aussi.
On venait de rencontrer sa copine, qu'il avait rencontrée pas très longtemps après moi. Et on se dit, venez, on a un week-end là de 3 jours, on part quelque part. Alan, il a une voiture. On a dit, on prend un endroit en France, on y va. On prend un Airbnb là-bas, on y va. Il s'avère que la raison pour laquelle nous nous sommes rendus aux alentours de Carcassonne, c'est parce qu'aux alentours de Carcassonne, il y a une forêt qui s'appelle le bois du Cocoubé. Et ça nous faisait beaucoup rire. Du coup, on s'est dit, on va aller à Carcassonne. On a pris un Airbnb dans un petit village qui s'appelle Conques-sur-Orbiel, qui est adorable. Et on a fait un séjour quasi sans écran, uniquement pour le GPS et les appels importants. Le reste, on n'y touche pas. Et même carrément dans le village le matin quand on s'est levé, on est allé chercher le pain en demandant le chemin aux gens du village. Et c'est fou comment c'est incroyable. On est rencontré sur une vieille dame qui baladait son chien et qui dit « Oh mais c'est rare, personne vient me demander le chemin pour aller à la boulangerie. » Tout le monde y va parce que t'as Google Maps quoi. T'as un GPS. Tu lis les panneaux. Tu fais un truc. Et nous, elle nous a dit « Mais c'est dingue, 2 petits jeunes là comme ça qui viennent, qui nous parlent. » Et du coup, elle nous a parlé de sa vie, de son petit chien, du fait qu'elle adorait ce petit village. Elle nous a donné des coins à visiter. Interaction incroyable. Et on continue d'avancer et tout. Et on fait notre séjour. On fait nos petites soirées entre amis dans le Airbnb. La journée, on va visiter la cité de Carcassonne, on se balade. Et là, on se regarde. Et en fait, le truc qui peut me permettre de résumer ce séjour, c'est impulsivité. On se regarde tous les 4 et on fait, on n'est pas loin de l'Espagne. Hein. Oh, génial. On se dit, on n'est pas loin en vrai. C'est 1h30 de voiture, on en a déjà fait 4 heures. On va en Espagne demain ? Ok, le soir même, on est en train de regarder des Airbnb, on réservait un Airbnb. On a eu de la chance parce que pourtant, on n'est pas tous méga fortunés. C'est surtout Elise et moi qui avons payé le séjour parce que c'était nous qui pouvions sur le moment. Mais moi, personnellement, je ne regrette aucun centime que j'ai dépensé. On prend le Airbnb, un Airbnb en plus incroyable, pas cher, vue sur mer, le truc de fou. À Lienza, une petite ville de la frontière espagnole. On se dit, on va en Espagne. On arrive en Espagne, on voit Gérone, la ville qu'on devait visiter. On se dit, c'est moche, Gérone. On a combien de temps de Barcelone? Et on refait 1h30 de voiture et on arrive genre à 14h à Barcelone. On se dit bon, on fait quoi maintenant? On est à Barcelone, on est garé, on fait quoi? Et on a visité, on s'est baladé, on a vu les maisons de Gaudi, les boutiques traditionnelles espagnoles, etc., etc. On s'est juste baladé, on s'est imprégné de la culture. On est reparti, on a dormi dans le Airbnb. On a dit putain, il a l'air sympa le village, on repart à quelle heure? 15h? On va faire un tour. On s'est baladé dans le village, on est allé boire un café, j'ai acheté Le Petit Prince en espagnol parce que je veux collectionner les langues des petits princes. On allait se balader sur un caillou, une espèce de caillou avec vue sur mer qui permettait d'avoir une vue à 360. Et on est rentré, et on est enfin passé par le bois du Cocoubé pour conclure le voyage. Et on est rentré, et j'ai jamais ressenti un tel jet lag émotionnel que le lendemain. Le lendemain, je me réveille, et je dois aller au boulot. Et je fais... Je viens de vivre peut-être l'une des expériences les plus intenses de ma vie. Tout s'est fait comme ça, à la va-vite, en improvisation, et c'était tellement beau. On a rigolé, on a parlé à des gens, on a vu des nouveaux lieux, on a dépensé des centaines d'euros. Et on s'est dit, mais je me suis dit, c'est ça la vie en fait. C'est vivre des choses avec les gens dont je me rappellerai toujours. Et je pense que toute ma vie, j'espère garder contact avec Alan et Maëlys jusqu'à la fin de mes jours, et ben toute ma vie, je pourrais me souvenir de ce qu'on a vécu pendant ces 4 jours où juste on a kiffé. Et je pense que c'est mon plus beau moment de partage. C'est pas mal. C'est super. Voilà. Super. Ça pourrait être bien si chacun abordait un petit peu sa vie en se disant, bah tiens, de quoi j'ai envie de me souvenir sur mon lit de mort. Et vraiment, je vis ma vie en conscience en ayant ça en tête. Ah mais carrément. Pour pas passer à côté de sa vie. Je sais que je fais ça par rapport aux personnes auxquelles je tiens vraiment. C'est très morbide, hein. Mais en fait, dans ma tête, je m'imagine, ok, imagine cette personne-là, demain, elle meurt, sans comment. Et genre, je sais pas, mais c'est ultra morbide, mais ça me fait rendre compte de la valeur des personnes. Donc si c'est moi, il s'en fout. Non. Par exemple, non. Mais par exemple, la personne à qui je peux penser, c'est Nino, que j'embrasse très fort, qui est mon meilleur ami, plus que mon meilleur ami depuis très longtemps. Et bon, je peux le dire, c'est humblement, c'est la personne qui a sauvé ma vie. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, ouais, je m'imagine pas avoir une vie sans lui. Tellement qu'il est proche de moi que maintenant je l'invite au repas de famille et mes parents ils sont là. Il y a Nino qui vient, c'est même pas moi qui demande, c'est eux ils me posent la question. Il y a Nino qui vient, je fais probablement. Et je trouve ça super, c'est incroyable. Et ma sœur, bien évidemment. Et ta sœur. Ma sœur. 2 personnes les plus importantes de ma vie. Si je pars sur une île, que je vais mourir sur cette île et que je dois prendre que 2 personnes, je prends Nino et ma sœur. Ouais. Et bien sur ces belles paroles, on va s'arrêter pour l'enregistrement, en tout cas. Petite bière. Le mot de la fin, c'est aimez-vous et aimez les gens. Aimez-vous et aimez les gens. Partage. Juste ça, arrêtez d'être
Arrêtez d'être raciste, arrêtez d'être homophobe, arrêtez vrai. de détester les gens, juste aimez les gens. Remplacer la haine par l'amour. C'est ça. Simplement. Parce qu'on s'aime toujours plus quand on C'est aime. Bad Bunny au Super Bowl qui dit ça, il dit la seule chose la plus puissante que la haine, c'est l'amour. Ouais. Donc aimez les gens. Je crois qu'on a eu ton prénom, donc Maël. Mais pas le tien. Kylian. Kylian. Maël et Kylian. Merci à tous les deux. Avec grand plaisir, merci ça à va vous. faire un épisode bien fat, mais c'est ça qui est bon. Les Moi, gens, j'ai qui, kiffé le les moment. gens qui vont écouter vont faire c'est qui ces deux guignols là? Qu'est-ce qu'ils racontent? Non, moi, j'ai kiffé l'instant. C'était C'est- super. Allez. Vous savez quoi? On va vous employer. C'est parfait. On va vous En demander route. de porter des chaises avec le coup. Bah, allez. Est-ce qu'on peut seulement rêver meilleure découverte de Clermont-Ferrand qu'en compagnie de Maël et Kylian, qui après un bon verre rafraîchissant et quelques parties d'un jeu de cartes aussi amusant que frustrant, mais merci quand même. Après un bon verre donc, nous ont guidés de nouveau à travers les ruelles de Clermont-Ferrand en fin de journée, nous présentant les adresses, les histoires des échoppes. La réponse est non, ça n'est pas discutable, et on remercie encore Maël et Kylian pour leur énergie, leurs bonnes adresses qu'on n'a pas eu le temps de toutes tester, mais ça n'est que partie remise, leur démarche dans ce parc Lecoq, mais surtout cet échange profond et empli de joie. On t'invite vraiment à aller découvrir leur travail, que ce soit en éloquence ou en écriture, sur Instagram, les liens seront disponibles en description du podcast comme d'habitude, avec les mots de Maël pour Maël, et pageblanche.exe pour Kylian. Voilà, c'est ainsi que se termine ce long hors-série assez unique. On espère qu'il t'aura plu, et dès la semaine prochaine, on repart sur les épisodes réguliers, avec notamment une découverte de Tain l'Ermitage. Comme d'habitude, prends bien soin de toi et des gens qui t'entourent, et on te souhaite une excellente journée ou fin de journée. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, on t'invite à le partager à tes proches, c'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous laisser une note et un commentaire sur Spotify, iTunes ou même YouTube. Ça prend à peine quelques secondes, mais c'est vraiment essentiel pour notre référencement. On est aussi présent sur Instagram, où on met en avant les moments marquants et coulisses du podcast. N'hésite pas à nous y écrire et nous mentionner. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux nous aider à couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements en faisant un don sur Buy Me a Coffee. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et n'oublie pas toi aussi et dès aujourd'hui de rassembler les précieux fragments de nos existences.